Bienvenue à tous. On vous propose aujourd'hui de réaliser un diagnostic flash. Donc flash, c'est dans l'esprit d'avoir une première approche pour faire avancer votre entreprise sur la thématique biodiversité. Et on fait le lien évidemment avec la CSRD, sur lequel au sein du groupe APAV, on accompagne beaucoup les clients. Et pour nous, au-delà du rapport, il faut également prendre les actions pour faire avancer l'entreprise avant de reporter. Alors, je pense que si vous êtes dans la salle, c'est que vous êtes déjà convaincu, mais voilà, voir quelques chiffres, ça fait pas de mal. Pourquoi on parle de biodiversité? C'est qu'évidemment, un déclin qui touche toutes les régions du monde est observé en matière de biodiversité. Donc vous voyez ici qu'en Afrique, en Asie, en Amérique et en Europe, différentes observations ont été constatées qui touchent à la disparition, l'extinction des espèces. On peut citer par exemple en Asie l'estimation qu'on arrivera à un stock de 0 en poissons dans un avenir pas si lointain que ça. Et si on regarde plus particulièrement l'Europe, on a également affiché à l'écran le pourcentage des espèces qui sont menacées d'extinction. Donc j'espère que ces chiffres, je pense que vous êtes déjà engagés en étant dans cette salle, mais vous alertent encore plus sur l'urgence et la nécessité d'agir. Le lien avec la CSRD, donc je pense que vous en avez certainement entendu beaucoup parler dans le salon ProDurable. Donc là, on vous a réaffiché les normes ESRS, donc les European Sustainability Reporting Standards. Donc c'est des normes, des exigences. C'est la structure que prend la réglementation CSRD et qui suit évidemment les critères ESG, environnement, social et gouvernance. Et vous voyez qu'évidemment, la biodiversité est un sujet important qui est dans la dimension environnement. Et on va parler de biodiversité, mais aussi d'écosystèmes liés à cette thématique. Donc nous, notre recommandation, c'est de réaliser un diagnostic similaire à celui qu'on va vous présenter en termes de méthodologie. Si ce n'est pas fait, parce que parfois des entreprises sont un peu dans l'urgence du rapport, il est tout à fait possible de rendre le rapport tel quel et en tout cas de s'exprimer sur votre plan, votre action prévue pour faire un tel diagnostic. La CSRD donne le principe du comply or explain, c'est-à-dire voilà, soit vous êtes capable, mais si vous n'êtes pas capable, au moins expliquer la démarche que vous avez prévue. Donc, je me présente, je suis directrice de l'agence Conseil Climat et Durabilité au sein d'APAV et je suis accompagnée de Steve qui est manager en nature, écologie et aménagement et François à mes côtés, consultant senior en biodiversité. Donc, quelques mots sur notre métier. Notre métier il tourne sur la maîtrise des risques. C'est vraiment notre expertise. Donc, on gère la maîtrise des risques, qu'elle soit technique, humaine, environnementale ou numérique. Et plus particulièrement sur les transitions durables, on offre une gamme de prestations pour accompagner nos clients de manière un peu personnalisée sur plusieurs thématiques. La CSRD, on en a parlé. On a également évidemment le carbone, le climat et tout ce qui est confiance digitale, capital humain. L'atelier d'aujourd'hui s'inscrit pleinement dans la thématique nature. Et donc, je passe la main à François. Bonjour tout le monde. Donc effectivement, pour rendre concret ce diagnostic, donc on va mener cet atelier autour d'un cas fictif. On va se positionner comme une entreprise de production de bioéthanol située dans les Hauts-de-France, à Saint-Omer, donc un site unique de production de bioéthanol avec en fourniture de lignes de production, betteraves et blé en local, toujours dans les Hauts-de-France, mais avec une zone de l'achalandise sur le territoire national. Voilà pour le cas. On est vraiment sur un cas, comment dirais-je, déjà avec des actions déjà menées, avec un souhait de l'entreprise de réduire, de minimiser son empreinte carbone, d'où l'aspect très local en termes d'approvisionnement. Alors, en termes de diagnostic, on va se positionner sur une évaluation des services écosystémiques typiques, comme vous pouvez le voir, mais avec un plus que l'APAV apporte. Je vous le présenterai tout à l'heure, je vous montrerai où cela se passe. Donc, c'est un déroulé de diagnostic en 3 temps. Donc, déjà, premier temps, c'est
la définition des services écosystémiques matériels liés à l'activité de votre entreprise. Une deuxième étape, c'est d'analyser les risques et opportunités liés aux services écosystémiques matériels. Et puis, un dernier temps qui consiste dans la définition de pistes d'action et de politiques relatives à ces plans d'action. Alors, premier point, déjà, qu'est-ce qu'un service écosystémique? Donc, en gros, d'un côté, on a la biodiversité, et puis on en tire des bénéfices. L'activité anthropique prend des choses à la biodiversité, mais en contrepartie, l'entreprise interagit aussi avec la biodiversité. Donc, il y a des liens d'interdépendance, donc il y a une dépendance. L'entreprise a besoin de ce que fournit la biodiversité, mais aussi l'entreprise a des impacts sur la biodiversité. Et en ce sens, le Millennium Ecosystem Assessment, que vous devez certainement connaître, il y a une vingtaine d'années, a défini une liste de services écosystémiques. Ils sont de l'ordre d'une quarantaine. Voilà, ce Millennium Ecosystem Assessment regroupait des écologues, des biologistes, mais aussi des économistes et des sociologues qui ont vraiment listé des services écosystémiques qui font la passerelle entre la nature et l'activité humaine. Alors, ce fameux MEA, Millennium Ecosystem Assessment, a défini 4 typologies de services écosystémiques. Donc, nos 43 services écosystémiques sont répartis selon ces différentes typologies. Donc, avec, premièrement, les services qu'on appelle de soutien, qui sont le socle de la biodiversité, qui sert de base au fonctionnement de tous les autres services écosystémiques. Un exemple, c'est le cycle biogéochimique des nutriments. Les services de régulation, qui sont les bénéfices obtenus des écosystèmes qui fournissent des services et qui rendent la vie possible pour l'humanité, donc très, très macro, donc la régulation à l'échelle planétaire. Le plus évident, j'imagine, qui vient tout de suite en termes de services écosystémiques, ce sont les services d'approvisionnement, dont on prend directement des bénéfices, des produits obtenus de la nature. Et puis les services culturels que rendent également la nature, le service patrimoniaux, paysages, culturels, spirituels, loisirs, tourisme, qui sont liés à ces services culturels. Alors, dans notre cas, évidemment, on ne va pas faire notre atelier sur les 43 services écosystémiques. On va se focuser sur 2 services écosystémiques, donc à savoir le contrôle de l'érosion et l'eau douce. Donc, le contrôle de l'érosion, c'est effectivement l'érosion, l'érodibilité des sols liée au phénomène naturel, la pluie, la gravité, l'eau, mais également le phénomène humain, l'artificialisation, etc., etc. Et puis le fait qu'on mette en place des moyens pour contrôler cette érosion. Donc ça aussi, donc la perturbation, par exemple, ou des pratiques anti-érosives. Et puis pour l'eau douce, il s'agit l'eau douce, des masses d'eau intérieure, continentale, les eaux de nappe, les eaux de pluie, les eaux superficielles, destinées à des usages industriels, domestiques ou agricoles. Donc effectivement, services de nettoyage, l'eau qu'on boit, etc., etc. Alors, premier exercice que je vous propose, c'est sur le service écosystémique contrôle de l'érosion. D'après vous, à quel type de service écosystémique il serait concerné? Est-ce que ce serait un service de soutien? Je vous propose de peut-être en lever une main. Qui pense que c'est un service de soutien? 2-3 personnes. 2-3 personnes, 4 personnes. Est-ce qu'il s'agit d'un service de régulation? Le principal, on va dire. Parce que des fois, il peut y avoir un effet... D'où l'intérêt de bien connaître, on verra après la définition des services écosystémiques pour bien les catégoriser. Mais oui, c'est possible, mais il faut mettre des frontières. Oui. Donc service de régulation, donc il y a plein de personnes, oui. Service d'approvisionnement. Une personne. Une personne, oui. Alors je parle bien, oui, contrôle de l'érosion. Et service culturel. Donc voilà, très bien. Donc vous avez bon, enfin logiquement un service de régulation, typiquement oui, contrôle de l'érosion. Donc on est vraiment sur quelque chose qui participe au fonctionnement des écosystèmes. Et l'eau douce, du coup, même exercice en soutien, service de soutien.
Personne. Service de régulation. 2, 3, 4, 5, 6, 7. Service d'approvisionnement. Oui, très bien. Et service culturel. Voilà. Donc il est défini comme service d'approvisionnement. Donc on parle d'eau douce. Mais effectivement, vous avez besoin, là où il y a une frontière, effectivement, on pourrait penser que l'eau, c'est un cycle, donc le cycle de l'eau. Et effectivement, le cycle de l'eau est un service de soutien. D'où la définition qu'a fait le MEA autour de l'eau, de définir, voilà, eau douce peut préciser qu'effectivement c'est quelque chose qui est utilisé par l'homme directement comme un service d'approvisionnement et différencier le cycle de l'eau qui est vraiment un service de soutien global, quoi. Voilà. Donc après, on aurait pu aller plus loin, au-delà du MEA, pourquoi pas l'eau douce comme service culturel, par exemple le Gange. Bon, voilà, donc ça peut être quelque chose de spirituel également, mais voilà, donc c'est vraiment des définitions faites de manière institutionnelle entre guillemets, voilà. Alors toujours dans notre cas fictif, là on va décliner notre activité de production de bioéthanol. Donc comme toute entreprise, on est acteur d'une chaîne de valeur. Donc il y a plusieurs typologies de parties prenantes à cette chaîne de valeur. Donc il y a l'entreprise en tant que telle, donc le producteur de bioéthanol, mais qui a besoin pour produire son bioéthanol de produits agricoles. Donc dans ce cas-là de betterave, donc à 80%, et de blé. Donc toujours, on est toujours en local dans les Hauts-de-France. Voilà, donc on a deux types de cultures. On produit dans les Hauts-de-France. Et puis, on vend, on distribue et on vend sur l'ensemble du territoire national. Donc, voilà, donc nos services écosystémiques peuvent concerner tout ou partie de cette chaîne de valeur. Voilà, donc nos parties prenantes amont, interne, aval. Et donc, en reprenant nos services écosystémiques, contrôle de l'érosion et eau douce, pour l'érosion, quel type de parties prenantes croyez-vous qui seraient concernées directement, enfin, qui seraient concernées par le contrôle de l'érosion? Est-ce que ce serait les agriculteurs, en guillemets, les agriculteurs, oui, pardon. Oui, parfait. La production, donc l'entreprise de prod. 2 personnes. Et l'aval, client, enfin distribution et client usager. Personne. Donc effectivement, on est bien effectivement, de manière prégnante sur l'agriculture, où c'est un service écosystémique relativement important. Puis là, effectivement, pour l'eau douce, même exercice. Est-ce que cela concerne les fournisseurs? On verra, oui, de manière générale. De manière générale, peu importe, pour l'instant. Concerné, que ce soit en impact ou en dépendance. Après, on verra, oui, effectivement. Ah merde. Non mais il n'y a rien à gagner de toute façon, donc c'est pas très grave. Je voulais vous prévenir aussi. C'est le réflexe du bouton. Donc oui, donc effectivement, l'eau douce, service d'approvisionnement, et effectivement, toutes les typologies de parties prenantes sont concernées, quoi, effectivement. Mais après, on va voir qu'une fois qu'on a défini quel service écosystémique est concerné par notre activité et sur quelle typologie de chaîne de valeur, on va définir notre matérialité, c'est-à-dire quel est l'ordre d'importance à prêter au service écosystémique selon l'acteur de la chaîne de valeur. Donc ça, c'est le point crucial. Peut-être François préciser pourquoi les parties prenantes aval sont concernées par l'eau douce. Oui, même partout. Oui, effectivement. Donc, service aval, parce que vente client, on est sur un réseau national de distribution. Donc, les services connexes que peut proposer à l'approvisionnement en bioéthanol, donc même les toilettes, l'approvisionnement à boire de l'eau, fait que l'eau douce est quand même concernée. Alors, vous voyez que certes, vous voyez que c'est semble moins important que, par exemple, pour les fournisseurs. Les agriculteurs, effectivement, l'eau douce, ils en ont besoin pour leur culture. Donc déjà, vous avez une petite idée que oui, on est concerné, mais à différentes échelles. Et puis là, effectivement, pour l'intermédiaire, l'entreprise, les parties prenantes internes en production, effectivement, on peut avoir besoin d'un grand volume d'eau pour faire fonctionner son process industriel, notamment les tours à refroidissement, de distillation, des colonnes, etc. Alors, justement, donc on a nos services écosystémiques qui sont positionnés sur toute partie de la chaîne de valeur. On va estimer sa matérialité. Donc, en termes de dépendance, du coup, on y vient, et d'impact.
Donc, on va, voilà, ce qu'a besoin l'entreprise pour fonctionner. Et puis, quels sont les impacts que génère l'entreprise, sur toute partie de la chaîne de valeur, sur ce service écosystémique en question. Alors, nous, on a défini 3 niveaux, parce qu'on est vraiment sur du diagnostic flash, donc c'est des éléments de CSRD, voilà, sur un exercice qui doit être pertinent, une analyse macro d'emprise, on va dire, de lien d'interdépendance de l'entreprise avec le service écosystémique, dans une vocation d'avoir des éléments implémentés dans sa logique de CSRD. Et donc, à la PAV, nous, on a créé un outil de la décision pour pouvoir décider de ce niveau de matérialité pour les services écosystémiques par secteur et par typologie de parties prenantes. Et un service écosystémique est jugé matériel si, sur la dépendance et ou sur les impacts, on a une emprise forte. Voilà, donc une matérialité forte ou une priorité forte. Voilà, donc vous voyez que dès qu'on voit qu'il y a fort quelque part, que ce soit dans la dépendance ou en impact, on le juge comme comme matériel, comme prioritaire. Alors effectivement, on peut penser que là, c'est dans l'état actuel des choses. Et là, vous voyez que on ne juge pas de service écosystémique matériel, mais qui pourrait être évalué dans un second temps, dans un diagnostic service écosystémique plus étendu. Alors, en reprenant nos exemples, donc on a vu que le contrôle de l'érosion concernait le fournisseur, l'eau douce concernait les fournisseurs, l'entreprise et le client. Et là, pour l'exercice du lever de doigt, on va se dire, est-ce que pour l'eau douce, vous pensez que pour les fournisseurs, c'est faible, modéré ou fort pour la dépendance? Fort? Globalement, oui, tout à fait. Donc c'était bien fort. Donc là, je vous ai mis pour le reste des parties prenantes des différentes maillons de la chaîne de valeur, et puis sur l'impact et la dépendance. Ce qui fait que là, sur les 4 on va dire, services écosystémiques et liens avec les parties prenantes des maillons de la chaîne de valeur, on peut en tirer 2 comme matériel. Voilà, donc l'eau douce pour les fournisseurs et les entreprises, qui va être analysée. Et donc l'analyse, c'est quoi? C'est la deuxième étape, c'est au regard de ces services écosystémiques jugés matériels, on va faire une analyse des risques et opportunités que vous avez pu apprécier dans une logique, dans les différentes présentations que vous avez vues aujourd'hui sur la transition et la CSRD. Donc on va faire cette analyse et effectivement, déjà, en termes de risques, qu'est-ce qu'on peut avoir pour les dépendances et les impacts? Donc, principalement, des risques opérationnels pour l'entreprise en termes de dépendance. Et puis, pour les impacts, tout autre risque. Et puis, bien sûr, potentiellement, pas mal d'autres opportunités également. Donc, on est bien sur des risques et opportunités, et c'est important. Alors là, vous avez quelques exemples très génériques qui ne sont pas liés forcément au service écosystémique qu'on étudie pour l'étude de cas, mais c'est très générique. Donc en termes de typologie, c'est les classiques que vous voyez un petit peu partout. Les risques et opportunités d'ordre opérationnel, réglementaire, réputationnel, marché et financier. Voilà, donc quelques risques et opportunités que vous voyez là en guise d'exemple. Pour revenir sur nos 2 services écosystémiques matériels, sur les 2 typologies de parties prenantes, on va faire cette analyse de risque pour l'eau douce et pour les fournisseurs. Donc, d'après vous, est-ce que ce serait opérationnel, réglementaire, juridique, réputationnel, marché ou financier? Opérationnel, certes, oui, tout à fait. Marché, oui. Oui. Donc, effectivement, vous avez la... Oui, réglementaire aussi. Ouais. Donc dans la vie réelle, oui, là on vous le demande comme ça de façon spontanée. Dans la vie réelle, ça se fait via des ateliers. Oui, donc on va voir par la suite comment on mène ça. Mais oui, effectivement, il y a un accompagnement qu'on propose lié à ça. Donc vous n'êtes pas seul au regard des connaissances de nos consultants sur les différents types de risques et opportunités. Voilà, donc c'est un accompagnement en plus de notre outil d'aide à la décision qu'on peut pratiquer.
Et là, en l'occurrence, pour les risques et opportunités sur le service approvisionnement en eau douce pour les fournisseurs, voici quelques éléments mais qui ne sont pas exhaustifs, hein. Il y en a d'autres, hein. C'est en guise d'illustration. Donc pour les risques opérationnels, forcément baisse de rendement de la betterave et du blé dû à la difficulté de l'accès à l'eau, hein. Une opportunité, développement de partenariats avec des agriculteurs, ou même entre agriculteurs, pour promouvoir des pratiques agricoles et industrielles sur une charte qui correspond entre fournisseurs et entreprises, par exemple. Réglementaire, donc des risques, c'est que restriction sur l'utilisation de pesticides. Donc là, on est plutôt sur les impacts. Hein. Donc voilà. Et puis restriction sur le volume d'eau à disposer par hectare. Donc c'est les risques potentiels. Et puis effectivement, en termes sur la typologie marché, effectivement, on peut avoir des opportunités d'action en valorisant l'image et de garantir une bonne disponibilité en eau collective, je dirais, parce que ne peut pas servir qu'à sa chaîne de valeur. Et puis en dernier point, donc je passerai la main à Steve pour la dernière étape, donc la définition des pistes d'action et des politiques à mener pour cela. En effet, voilà, on a fait toute la démarche un peu en entonnoir. On part de très large pour arriver à des services qui vont être jugés comme en ayant un impact fort ou des opportunités. Ensuite, comment on fait? Puisqu'on doit passer dans les actions. C'est-à-dire qu'on a fait les constats, on a hiérarchisé tout ça, on a bien étudié les sujets. Maintenant, qu'est-ce qu'il va falloir? Définir des pistes d'action, définir ce qu'on va mettre en œuvre. La méthodologie, elle est relativement classique, en tout cas, c'est-à-dire que on s'appuie déjà sur ce qui peut être existant, ce qui a déjà été mis en œuvre, que ça soit par des guides qui peuvent être faits par des entités étatiques ou des guides par des associations ou des guides et puis le benchmark ou le parangonnage, hein, ceux qui préfèrent la version française du mot, d'aller regarder ce que peut-être d'autres ont pu mettre en place. Que ce soit au niveau de l'échelle régionale, nationale, européenne, puisqu'on est sur une législation au niveau de l'Europe qui est harmonisée, et peut-être également au niveau mondial. Donc ça, c'est une plus-value qu'on amène et des recherches qu'on peut faire en capitalisant, retour d'expérience, etc. Bien évidemment, une co-construction de ces actions et de ces pistes d'action. On dit bien depuis le début, l'entreprise, elle a des parties prenantes, il y a une chaîne générale. Il faut pouvoir intervenir et une entreprise telle que celle définie dans notre exemple a l'obligation d'intervenir ou du moins de faire participer et de gérer toute sa chaîne pour pouvoir avoir une action. C'est-à-dire qu'il y a son action propre, mais il y a aussi l'action que va pouvoir avoir ses fournisseurs ou ses clients au final. Donc il faut faire travailler tout le monde ensemble pour déterminer les choses. Et puis le dernier point, c'est les dynamiques locales, les dynamiques territoriales, les collectivités, etc., qui vont pouvoir également mettre en œuvre des choses et dans lesquelles il faut s'intégrer dans le cadre de la démarche et de la définition des pistes d'action. Par exemple, là, on reste sur des exemples. Pardon, je vais essayer de parler dans le micro. Sur l'approvisionnement en eau douce, il peut y avoir des stratégies de gestion de risque. Hein. On le voit ici avec, par exemple, pour l'entreprise, une diversification des sources d'approvisionnement. Il peut aussi choisir de se renforcer en disant, je ne vais peut-être pas rester au niveau du périmètre des Hauts-de-France, mais aller peut-être un petit peu plus loin ou dans des secteurs où la pression de l'eau est peut-être moins importante, etc., etc. Sélection de variétés de cultures plus adaptées. Travailler avec nos fournisseurs, travailler sur des graines ou qui sont plus adaptées à des milieux plus secs. Également, la contractualisation d'approvisionnement sur le long terme, c'est-à-dire sécuriser pour l'agriculteur ou la coopérative agricole l'engagement de l'entreprise qui permet à ces agriculteurs d'avoir une vision à long terme et de pouvoir se projeter et de pouvoir également peut-être mettre des actions en place également.
Et puis, voilà, l'implication dans le secteur, les parties prenantes, ça va être travailler avec les chambres d'agriculture ou l'État ou les collectivités locales pour la mise en œuvre de pratiques résilientes. Comment est-ce qu'on va pouvoir inciter les agriculteurs, par exemple, ou la filière à mettre en œuvre voilà, des pratiques plus résilientes sur la consommation d'eau, etc., etc. Et également la participation à des programmes de recherche et développement sur voilà, différents sujets qui peuvent être liés à l'activité sur laquelle on est. D'autres exemples, vous aurez peut-être des idées aussi, hein, donc n'hésitez pas, voilà, de saisir d'opportunités. Voilà, par exemple, si des actions sont mises en œuvre, quelle opportunité on peut avoir? Peut-être aller vers une initiative de certification, de labellisation ou d'étiquetage pour montrer que les actions mises en œuvre ou la chaîne globale des parties prenantes, il y a eu des choses de mise en place et qui peuvent aller amener vers une certification ou une labellisation, l'implication des décideurs politiques. Voilà, on parlait des biocarburants, voilà, les politiques publiques en faveur des biocarburants et d'intégrer dedans le respect de la disponibilité de l'eau dans toute la chaîne d'approvisionnement ou d'utilisation de l'eau douce pour la mise en œuvre de biocarburants. Il peut y avoir d'autres choses qui peuvent, je ne sais pas si vous avez des exemples, vous, des idées, etc. Mais voilà, le travail, il est bien en commun. Nous, on apporte la connaissance, la capitalisation, etc., des idées. Et puis après, il faut aussi que ça vienne des parties prenantes. Il faut aussi que les gens puissent s'approprier ces éléments, proposer des actions. Et puis ensuite, ces actions, voilà, on les quantifie, on leur donne certaines priorités. On peut avoir les actions faciles à mettre en œuvre qui permettent d'engager une démarche et de montrer que des choses sont en ce qu'on appelle les quick wins en anglais dans des démarches de ce type, des démarches stratégiques, et puis après des actions à plus long terme, etc., etc. Pour mettre en place tous ces éléments. Donc pour résumer, par rapport à tout ce qu'on a dit, il y a 3 points qui sont vraiment importants. En effet, tu l'as dit au début, Nathalie, avec les premières slides, avec les perspectives joyeuses qui sont devant nous par rapport à tous ces sujets de biodiversité, c'est surtout passer à l'action dès maintenant. Voilà, pour mieux maîtriser les dépendances et mieux agir, et agir donc maintenant. Investir sur des actions, comprendre avant d'agir, c'est-à-dire sélectionner les actions qui vont être importantes, sélectionner les pistes ou les démarches ou les opportunités, etc. Donc mettre vraiment le doigt sur ce qui va être important pour votre entreprise ou pour l'ensemble des parties prenantes. J'insiste sur ce point. Et puis ensuite, profiter de la CSRD pour valoriser, développer l'attractivité, crédibiliser l'engagement également, puisque ça c'est important, hein, on parle souvent de greenwashing. Là, voilà, il y a l'action, la compréhension, et puis surtout mettre en valeur que cette démarche, elle est basée sur des éléments factuels et qu'il y a un réel engagement de l'entreprise, des parties prenantes dans cette démarche en faveur de la biodiversité. Et pour revenir un petit peu sur la finalité, on revient finalement aux outils de définition des pistes d'action et politiques qui reviennent aux 3 derniers points qu'on a vus là en conclusion. C'est effectivement la connaissance des dynamiques locales et vraiment l'ancrage territorial qui peut rayonner plus largement. Et voilà, ça me semblait important d'intégrer vraiment les acteurs locaux au-delà de la chaîne de valeur classique sur voilà, la chaîne d'approvisionnement notamment, là en l'occurrence, pour voilà, avoir cette logique-là qui se matérialise et qui se diffuse finalement voilà, de manière plus macro, plus corporate, avec voilà, une politique CSRD plus engagée, avec du terrain plus concret, quoi. Donc vous l'avez vu, l'atelier se déroule en 3 étapes. On l'a fait volontairement sur un cas fictif, en sélectionnant quelques cas d'école pour pouvoir le travailler ensemble. Dans votre entreprise, c'est un peu avec ça qu'il faut que vous repartiez. Imaginez-vous refaire exactement le même service sur tous les services écosystémiques, sur toute votre chaîne de valeur. Donc il y a une mobilisation importante des experts internes que vous avez
et évidemment vous faire accompagner. Alors, c'est pas pour vendre notre service, mais ça va être très utile. Ça va vous faire gagner finalement de la fiabilité et de l'exhaustivité dans votre analyse. La difficulté de la biodiversité, contrairement au climat, c'est qu'il y a beaucoup de sujets qui sont encore qualitatifs et non pas quantitatifs. Et donc c'est tout ce travail qui peut être plus ou moins subjectif, il faut le dire, on n'est pas comme dans le climat, ça pose un certain défi pour les entreprises. Et dans le cadre de la CSRD, vous allez être aussi audité sur votre démarche, la crédibilité, la fiabilité de votre méthodologie. Donc c'est pour ça qu'à minima, même si vous choisissez de faire cette démarche en interne, au moins solliciter un tiers pour vérifier au début, au milieu ou à la fin que c'est bien fiable et reportable au titre de la CSRD. Et donc effectivement, au-delà de cette logique d'évaluation des services écosystémiques, qui est une méthodologie globale qui existe depuis une vingtaine d'années également, donc l'apport en fait, de la matérialité permet de passer du qualitatif à du semi-quanti avec une idée de scoring qui est assez intéressante et justifiée par une bibliographie derrière qui donne un peu de corps à votre politique par la suite, quoi. Alors on propose quelques minutes de questions si vous en avez. Bonjour, j'avais 2 questions. Une première, effectivement, ce que je comprends, c'est que lorsque vous évaluez modéré ou fort, c'est en fait sur la base d'une bibliographie, parce qu'en fait, d'habitude, on regarde sur la gravité et l'occurrence, mais vous, en fait, il y a peut-être une question de temps. Voilà, je veux bien que vous ayez des éléments de réponse là-dessus. Et la deuxième chose, c'est qu'il me semblait que la CSRD, c'était pour aller transformer les entreprises, et que je voulais savoir si effectivement, dans ce cas-là, si les impacts sur la biodiversité étaient trop élevés, est-ce que justement il ne faudrait pas qu'ils remettent en question la fabrication du bioéthanol avec d'autres matières premières Je te laisse répondre à la première partie, et je répondrai à la deuxième. Oui. Alors pour le premier point, effectivement, au-delà de et d'occurrence, on applique avec la bibliographie des seuils. Donc des seuils de validité de niveau, entre le faible, le modéré et le fort, donc par secteur d'activité. On a après établi des listes de services écosystémiques, on a défini des seuils pour ces services écosystémiques. Donc c'est un outil d'aide à la décision qui vient conforter cette approche quali qui effectivement dépendait fortement de la compréhension et de la connaissance de l'entreprise, de son activité et de son lien avec les fournisseurs, de pouvoir cartographier son activité. Donc c'est subjectif selon la personne qu'on a en face. Donc effectivement, l'outil, la définition de ces seuils permet de donner un peu de poids pour définir cela, quoi. Oui, ça reste quand même par rapport à du CO2. On n'est pas sur des flux physico-chimiques, on est sur du vivant, et donc c'est un peu plus c'est quali à la base, et puis on va sur du semi-quanti, mais jamais on aura d'équivalent abeille pour l'instant, quoi. Sur la deuxième partie de la question, effectivement, sur les actions à enclencher, alors la CSRD demande le diagnostic, les indicateurs, l'état des lieux, et effectivement de se prononcer sur les politiques ou les actions que vous allez mener. Donc c'est incitatif, mais vous n'êtes pas dans l'obligation de l'ambition de votre politique et à votre libre arbitre et au jugement de l'entreprise. Il n'y a pas dans la CSRD une exigence sur respecter la diminution de tel impact sur tels aspects. Ce qui va être regardé, c'est la fiabilité de ce que vous avez fait, la crédibilité de l'engagement, c'est-à-dire d'une entreprise à une autre, c'est très peu comparable. Donc l'auditeur peut seulement, sur votre cas à vous, vérifier que vous avez enclenché quand même ce qui est meilleur qu'aujourd'hui, et que d'année après année, parce que la CSRD c'est quand même un exercice annuel, on ne va pas demander de faire un pas énorme juste en un an, mais l'auditeur, année après année, va quand même vérifier que la politique d'action est de plus en plus positive et avec des impacts. Et ça peut aller évidemment jusqu'à revoir un modèle d'affaires. Mais souvent, l'entreprise a besoin de cette prise de conscience pour enclencher le pas, ce qui est pas évident. Donc la CSRD est un levier pour cette prise de conscience,
le temps qu'il faudra pour y arriver va dépendre de chaque entreprise, évidemment. Merci. Je me demandais, dans la première étape, est-ce que vous intégrez des données sur la localisation du site? Parce qu'imaginons pour l'eau douce, par exemple, s'il y avait beaucoup d'eau dans cette région-là, ça ne devient pas matériel. Et comment est-ce que vous l'intégrez? Tout à fait. Tout à l'heure, je vous parlais de seuil, mais il y a les facteurs pas de vulnérabilité, mais de donner de l'importance au seuil qu'on apporte selon la géographie. Voilà, donc c'est parce que notre outil, donc la bibliographie, elle se base par secteur d'activité, on définit les secteurs, mais aussi la géographie. Alors certes, c'est assez macro, pour l'instant, l'aspect bibliographique géographique. On n'est pas sur l'échelle de la commune, par exemple. On reste sur du département, enfin du demi-département, entre guillemets. Voilà. Donc on n'a pas encore la finesse géographique, mais c'est intégré effectivement dans cet outil d'édition, enfin dans la bibliographie qu'il y a derrière, donc dans la définition des seuils. Oui. Je ne sais pas si ça répond à votre question. Okay. Est-ce que vous avez d'autres questions dans la salle? Bonjour, merci. Bernardina de cabinet de conseil Southpol. J'avais juste une petite question. Est-ce que vous savez un outil en ligne pour faire ce type d'approche ou c'est Alors pour l'instant, pas en ligne. On est vraiment on est en Excel quoi, pour l'instant, mais effectivement, c'était un potentiel, un futur potentiel. Mais on n'a pas la solution en ligne. Voilà. Pas entendu. Ah, pardon, oui, la durée du diagnostic. Alors, Flash, comme son nom l'indique, effectivement, on n'est pas sur les 43 services écosystémiques, d'où la première étape qui est importante pour définir ceux qui sont vraiment matériels. Et donc, du coup, ça prend 2 à 3 mois. Enfin, c'est assez rapide, parce qu'une évaluation des services écosystémiques prend en général 6 mois. Mais là, le fait d'avoir un outil d'aide à la décision, voilà, ça raccourcit quand même pas mal de temps. Parce qu'auparavant, quand on était vraiment qu'au-dessus du Cali, il y avait quand même des temps d'échange de l'accompagnant, oui, de l'entreprise, et puis les différents acteurs de la chaîne de valeur, qui pouvaient parfois prendre du temps, quoi. Et c'est pour ça que tout à l'heure, je disais que ça dépendait énormément de la connaissance des personnes de l'entreprise sur sa chaîne de valeur. Et c'est ça qui faisait le temps. Mais le fait d'avoir cet outil de la décision, quand même, raccourcit quand même le délai pour mener à bien ce diagnostic. Et puis, effectivement, on ne va pas de manière brutale sur les 43, on quand même pré-mâche sur la chaîne de valeur les services écosystémiques. Pas d'autres questions? Du coup, peut-être passe... La dernière invitée jusqu'au... Attends, on va y aller. Voilà, donc on a atteint la durée de l'atelier. Sachez donc qu'on est au stand 54, donc au niveau 2. Si vous avez d'autres questions, on est à votre disposition. Et vous avez notre adresse email s'il y a besoin. Donc n'hésitez pas. On ne cherche pas forcément à vous accompagner de bout en bout, mais si vous avez besoin d'un conseil, un œil de tiers, on sera ravis de pouvoir vous renseigner. Merci beaucoup. Merci. Merci.